merci à Pascal pour son invitation et notamment sur ce sujet qui effectivement ouvre de nombreuses controverses, à savoir la PMA, qui est au centre de ce livre, donc le corps reproducteur. Et grand merci à Michel Boson pour avoir accepté de discuter ce texte dont il connaît déjà dont il connaissait un certain nombre de choses. Alors, je suis sociologue, démographe à Lyon, et par ailleurs, je suis la coordinatrice européenne du master EGAL, études genre, actions liées à l'égalité dans la société. C'est un bel acronyme. Donc, le master EGAL qui comprend 8 universités européennes. Donc, j'entre directement dans le vif du sujet. J'avais l'intention de commencer par présenter, je dirais, 2 concepts qui sont au cœur de ce travail, et ensuite de dérouler la façon dont je vois le corps reproducteur. Alors, peut-être d'abord dire en introduction que ce travail s'appuie sur des archives hospitalières, c'est-à-dire que j'ai dépouillé 1 millier de dossiers hospitaliers dans les années 90, donc vraiment au moment du début des nouvelles techniques reproductives, enfin du moins de la fécondation in vitro. Et par ailleurs, ensuite, par de nombreux entretiens et le dépouillement d'un questionnaire de l'INED d'environ 2000 questionnaires. Donc, les concepts ou les notions que j'introduis et sur lesquelles j'ai envie de présenter en début sont d'abord le travail reproductif. Alors, pourquoi le travail reproductif ? Parce que je considère que la reproduction humaine peut être abordée de différentes façons. On peut s'intéresser à l'aspect émotionnel, on peut s'intéresser à l'aspect médical, on peut s'intéresser à différentes dimensions de la reproduction humaine. Et en ce qui me concerne, et dans ce livre, j'ai voulu mettre l'accent sur la question du travail. C'est-à-dire que pour moi, la reproduction humaine est aussi un travail reproductif. Et je dois dire que c'est un point qui fait débat, sur lequel on pourra rediscuter, et qui, je pense, a été un point important dans les études genre, c'est-à-dire de comprendre à quel point la fabrication d'un enfant est aussi un travail, au même titre que le travail dit productif. Alors, dans les entretiens, cette notion de la reproduction humaine est un travail se manifeste de façon assez claire. Par exemple, puisque mon travail est centré sur la reproduction humaine dans des cas d'infécondité, donc de difficulté à concevoir, voilà par exemple ce que dit une personne quand elle se trouve à l'hôpital. C'est comme à l'usine, production, et la dernière ligne droite a la queue leu, chacune dans son box. Donc on voit bien comment les choses fonctionnent, enfin en tout cas sont ressenties, sont vécues par certaines femmes quand elles sont à l'hôpital pour une difficulté à concevoir. Un autre exemple clair d'une reproduction comme travail est le cas, je vais employer le mot de mère porteuse. On peut employer plusieurs mots, c'est toujours difficile de dire quelle traduction, quel mot il faut employer. Voilà par exemple ce que dit un homme concernant un appel à des mères porteuses. Faire appel à une mère porteuse, c'est l'exploitation des femmes du tiers-monde. Les pauvres, elles sont poussées par leur mari, tu te rends compte. Alors c'est vrai d'une certaine façon, mais en même temps, je vais peut-être vous choquer, les femmes ont fait cela pendant des millénaires sans être payées, et là, au moins, elles sont payées. Donc on voit bien là qu'il s'agit... Vous voyez, c'est un sujet polémique. Donc on voit bien qu'il s'agit d'un travail, que là, il est payé,
et qu'évidemment, l'une des questions évidemment en débat est dans quelle mesure est-ce une exploitation ou pas, etc., etc. Alors, je vais peut-être aller relativement rapidement pour dire que ce travail, j'ai souhaité l'aborder sous l'angle transnational, hein, de la même façon que nous l'avons abordé dans ce numéro des cahiers du genre. C'est-à-dire que j'ai mis en avant le concept ou le terme de chaîne mondiale du travail reproductif, puisque ce travail n'est plus aujourd'hui circonscrit uniquement à un couple hétérosexuel, mais peut être distribué entre différents acteurs au niveau transnational. Alors évidemment, la fabrication d'un enfant dans le cadre d'un couple hétérosexuel continue à exister, mais on a ici d'autres représentations et d'autres pratiques qui, je pense, interrogent la société. Alors on peut se poser plusieurs questions. Donc je dis quelques mots de cette idée d'une chaîne mondiale du travail reproductif que j'ai repris d'un terme qui est la chaîne mondiale du care. Alors pourquoi j'ai préféré la chaîne mondiale du travail reproductif au tourisme procréatif par exemple? L'une des raisons c'est que, donc tourisme procréatif, vous voyez de quoi il s'agit de personnes qui vont à l'étranger pour acheter des ovocytes, pour payer une mère porteuse, donc pour faire appel, pour avoir recours à d'autres personnes pour les aider à fabriquer un enfant. Donc je préfère l'idée, le concept d'une chaîne mondiale du travail reproductif parce que tous les acteurs sont ici présents et donc on a une collaboration ou une configuration sociale avec des acteurs différents. Alors quelle est la différence avec la chaîne mondiale du care? De la même façon que pour la chaîne mondiale du care, on a un transfert économique, c'est-à-dire qu'on a des personnes d'un certain pays qui vont utiliser des ressources économiques d'un autre pays. Lorsque un couple hétérosexuel français va acheter des ovocytes en Roumanie, on utilise évidemment le capital économique en ce qui concerne le capital corporel de Roumanie. Donc on a bien un transfert économique de la même façon que quand on utilise des femmes, quand on emploie des femmes d'Amérique latine en Amérique du Nord pour être des bonnes, des domestiques, etc. Une autre convergence avec la chaîne mondiale du care, c'est la proximité spatiale et la différence par contre au niveau de la hiérarchie sociale. C'est-à-dire que à la fois c'est quelque chose de très proche, c'est-à-dire que ce n'est pas un travail avec une distance corporelle, il y a même là vraiment encore plus que dans le cadre d'une domestique, une proximité corporelle très proche. Et simultanément, les personnes, même si elles sont proches physiquement, n'ont pas la même position sociale dans le travail. En revanche, on a des questions, un point qui diffère notablement, c'est que dans le cas du care, les femmes qui sont employées se déplacent du sud vers le nord, de façon générale, on va dire. Et là, c'est plutôt les usagers qui se déplacent, c'est-à-dire qu'un couple d'hommes qui souhaite avoir recours à une mère porteuse va aux États-Unis et emploie une mère porteuse. Donc c'est l'usager qui se déplace, alors que dans le cadre du care, c'est l'employé qui se déplace. Ce qui a évidemment des conséquences en termes économiques et organisation sociale, puisque lorsque une domestique est domestique à New York et que sa famille reste en Bolivie, évidemment, il y a une question, que deviennent ses enfants, que devient sa famille, etc. Peut-être que ça donne du travail à quelqu'un d'autre au pays, alors que dans le cadre d'un couple d'hommes qui vient à New York, là, la personne reste sur place avec sa propre vie personnelle.
Donc, c'est des configurations différentes. Donc voilà, c'est le premier concept que je voulais mettre en évidence, c'est-à-dire insister sur l'aspect travail, la reproduction comme travail. Le deuxième concept que je souhaitais mettre en évidence, c'est la question du corps. C'est-à-dire que ce livre est fondé sur une approche du corps et le corps résiste. C'est-à-dire que quand on cherche à en avoir une modélisation sociologique, on se rend compte qu'on a beaucoup de difficultés. Et la plupart des auteurs, y compris des sociologues du corps, écrivent qu'ils n'arrivent pas à appréhender le corps. Par exemple, Turner dit « En écrivant cette étude, je suis devenu de moins en moins sûr de ce qu'est le corps ». Judith Butler écrit « Je me suis bientôt aperçu que la pensée de la matérialité du corps me déportait invariablement vers d'autres domaines, etc. etc. » Donc, un certain nombre d'auteurs se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à appréhender le corps. Et peut-être que en tout cas c'est le point de vue que je défendrai, que l'une des difficultés à appréhender le corps vient de la coupure de la modernité. C'est-à-dire que dans la modernité, on a une opposition entre le corps biomédical d'un côté et entre l'esprit de l'autre. Et de ce point de vue, je rejoins le point de vue d'un certain nombre d'anthropologues, par exemple Le Breton, par exemple la Plantine, qui prendraient plutôt une modélisation du corps en trois dimensions qui seraient une dimension biomédicale, donc on va dire une dimension matérielle, biologique du corps, une dimension socio-relationnelle, qui serait plus sociologique, enfin sociale, dans le sens des relations humaines, et une dimension que j'appellerais cosmique, symbolique, sacrée. Et je dois dire que cette façon d'aborder le corps m'a été très utile dans mes enquêtes. C'est-à-dire que quand une personne vous dit « j'ai de la difficulté à faire un enfant », ça peut être sous-entendu « j'ai les trompes bouchées », ça peut être sous-entendu « je déteste ma mère », ou ça peut être « c'est Dieu qui a décidé ça ». Et donc, c'est des approches complémentaires et différentes. Et j'aimerais simplement vous citer une première personne qui montre combien la question, je dirais, à la fois du corps tel qu'on l'entend et de l'esprit, si on peut dire, du psychologique va ensemble. Par exemple, elle dit « le corps réagit à notre morale et à notre esprit ». Donc elle veut dire par là qu'on n'a pas seulement une dimension biomédicale mécanique, mais qu'on a aussi une dimension, mentale, psychologique. Et ce que je trouve encore plus intéressant, parce que je dirais cet aspect-là, bon, est relativement connu, c'est de voir à quel point s'associe à la dimension mécanique, biologique, une dimension qu'on peut appeler cosmique, spirituelle, sacrée, etc. Voilà le parcours d'une femme que je trouve tout à fait intéressant. C'est une femme, quand je l'ai interrogée, elle avait une quarantaine d'années. Cette femme est issue d'un milieu très lié à la biologie. Donc, dès son enfance, elle avait vraiment calculé les choses. Tout était clair dans sa tête. C'était à tel jour, telle heure, telle année, j'aurai tant d'enfants, etc. Et la vie a été différente. Et finalement, vous allez voir que dans ce qu'elle dit des choses qui montrent à quel point on peut être extrêmement scientifique et à la fois extrêmement lié à des représentations du sacré, du cosmique, etc. Donc voilà ce qu'elle dit. Dans la famille, on parlait scientifique. Ma maman était professeure de biologie. Donc, la fécondation, tout ça, à 5 ans et demi, je l'expliquais à mes copains. Il y avait un projet extrêmement précis. J'aurai 4 enfants avant 30 ans, 3 garçons, une fille. Plan A, j'ai un bébé d'une manière tout à fait naturelle comme tout le monde. Plan B, j'ai un bébé en fécondation in vitro. Plan C, j'adopte. Et cela, vraiment, à 16 ans, c'était déjà en place. Vers 33 ans, sachant que j'ai eu mon bébé à 40 ans, j'ai fait mon passage chez le garagiste.
le médecin donc, j'ai regardé tout ce qui allait, tout ce qui n'allait pas en me disant, le jour où je rencontre quelqu'un, je saurai où j'en suis. Oui, oui, la divine providence. Donc après, elle explique que finalement, elle a eu un enfant, je dirais, au moment limite, à 41 ans, avec fécondation in vitro. Mais on voit bien que cette femme avait tout prévu, tout était réglé d'un point de vue mécanique, et finalement, l'interprétation qu'elle en donne, c'est la divine providence. Bon, je pense aussi à un commentaire dans les dossiers médicaux, j'avais lu un commentaire de médecin, c'était assez amusant. C'est un couple, elle, la femme ou l'homme, je ne sais plus, était médecin, difficulté d'avoir un enfant, trompe bouchée, sperme déficient, comme ils disent, donc vraiment, a priori, recours médical. Premier enfant par insémination artificielle, puis ensuite, quand la fécondation in vitro est là, deuxième enfant par fécondation in vitro, et 10 ans après, troisième enfant, naturellement. Et donc, alors que la femme est plus âgée, l'homme aussi, commentaire des médecins, il faut croire que la nature fait mieux les choses que nous. Donc, idem, les médecins qui croient à la science, a priori, néanmoins, ont aussi des représentations qui s'articulent avec les croyances scientifiques. Donc, munis de ces deux concepts, je considère que le travail reproductif, la reproduction humaine, est une scène sociale extrêmement intéressante. C'est-à-dire que ce qui m'a intéressée dans la reproduction humaine, c'est comment elle met en scène différents rapports sociaux et comment elle les articule. C'est-à-dire que je trouve que c'est un espèce de concentré d'un certain nombre de tensions sociales, et donc c'est un analyseur intéressant. Alors, j'ai considéré qu'il y avait 4 scènes sociales imbriquées, fondamentales. Une scène sociale qui est la scène sociale du genre, une scène sociale qui est celle du pouvoir médical, ou de la biomédicalisation, si vous préférez, une scène sociale qui est celle de la hiérarchie, et enfin une scène géopolitique mondiale avec les recours transnationaux. Donc je vais dérouler ces 4 scènes sociales et voir un petit peu les illustrer, voir comment elles s'articulent. Donc la première scène sociale, c'est le genre. Alors je suis un peu contrainte de dire qu'est-ce que c'est pour moi le genre en premier. Donc est-ce que c'est, comme disait Thérèse Locaux, est-ce que le genre, on en fait comme M. Jourdain faisait de la prose quand on parle des hommes et des femmes? Je ne pense pas. Il y a différentes façons d'aborder le genre. En ce qui me concerne, le genre pour moi c'est 3 dimensions. Vous avez compris que j'aime la valse. Donc une dimension est la différenciation, la construction sociale d'une différenciation entre hommes et femmes. La deuxième dimension, c'est l'imbrication entre production, reproduction et sexualité. Je vais un petit peu vite quand je dis ça. Alors peut-être plus simplement, c'est une société qui donne une pression à l'hétérosexualité et à la reproduction dans ce cadre. C'est-à-dire que la norme sociale serait d'être en couple hétérosexuel et de fabriquer des enfants dans le cadre de ce couple hétérosexuel. Chose qui s'articule avec la position dans le travail. Et la troisième dimension est une dimension de hiérarchie, c'est-à-dire que la société construit une hiérarchie entre le masculin et le féminin. Alors, en ce qui me concerne, j'utilise cette grille de genre pour analyser mes objets de recherche et donc notamment pour analyser le corps reproducteur et voir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, enfin bon voilà, c'est une grille. Alors, pourquoi j'ai utilisé cette grille? Parce que ces 3 dimensions sont commodes et d'autre part parce qu'elles me permettent de regarder si le genre se décale au fil des sociétés. C'est-à-dire, est-ce qu'on a toujours le même type de société? Est-ce qu'on a toujours les mêmes places pour les hommes et les femmes, pour les homosexuels et les hétérosexuels?
Est-ce que c'est un invariant des sociétés ou est-ce qu'on est dans une dynamique? Alors, peut-être parce que je suis optimiste, peut-être parce que, bon, pour différentes raisons, j'ai tendance à penser qu'on peut observer des décalages et des différenciations aussi bien dans le temps que dans l'espace. Alors, je reviens au niveau de ce corps reproducteur et en quoi le genre donne une grille d'analyse de ce corps reproducteur. Bon, le premier aspect qu'on peut dire, c'est que le corps reproducteur est essentiellement le corps féminin. C'est-à-dire que, par exemple, des démographes, des spécialistes de la reproduction humaine, quand ils parlent de la reproduction humaine, tout est essentiellement centré sur le corps des femmes et non pas sur le corps des hommes et des femmes. Je vous donne un chiffre au passage. En ce qui concerne, dans les échantillons que j'ai observés à l'hôpital, de couples qui consultent pour infécondité, c'est-à-dire non-fabrication d'enfants, je trouve 5% de chirurgie masculine et 51% de chirurgie féminine. Donc, évidemment, on est centré beaucoup plus sur cette question. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est en quoi ce corps reproducteur est un corps hétérosexuel, enfin est un corps dans le cadre d'un couple hétérosexuel, et quelles sont les pressions sociales, pourquoi c'est comme ça, comment ça évolue. Alors, je ne vais pas tellement parler du fait que la norme, c'est l'hétérosexualité reproductive. Je vais plutôt dire quelques mots de l'évolution actuelle que je peux observer dans la reproduction et donc dans les couples homosexuels. Quelles sont les configurations qui émergent dans un couple qui n'est pas hétérosexuel. Alors, en ce qui me concerne, j'ai pu observer deux évolutions. Et je dirais que ces deux évolutions prennent une partie de la tradition occidentale. C'est-à-dire que la tradition occidentale du couple hétérosexuel reproducteur, de mon point de vue, combine la binarité, c'est-à-dire il y a deux personnes, il faut être deux pour fabriquer un enfant. Et deuxième élément, il faut être un homme et une femme. C'est-à-dire que la reproduction humaine est fondée dans l'imaginaire, dans les pratiques, dans les usages, sur le deux, le masculin et le féminin. Et ce que je constate, c'est que les couples homosexuels actuels font évoluer cette binarité sexuée de deux façons. Première façon, c'est du deux. Donc, ce qui est important, c'est que ce soit un couple. Et deuxième façon, ce qui est important, c'est qu'il y ait du masculin et du féminin. Donc, il y a plusieurs personnes. Je vais vous lire le point de vue je dirais, qui illustre ces deux configurations. Première configuration, un couple de deux lesbiennes qui a hésité dans un premier temps, l'une d'entre elles a hésité, est-ce qu'elle voulait faire un enfant dans un couple, enfin dans une configuration avec plusieurs personnes ou deux, etc. Et puis finalement, elles ont décidé que c'était deux personnes. Et donc, elle explique le choix de fabriquer un enfant dans le cadre de deux personnes. Voilà ce qu'elle dit. Je me disais qu'un enfant, c'était le fruit d'un amour entre deux personnes, pas trois, quatre. Enfin, de toute façon, pour Aurore, donc sa compagne, c'était ça ou rien. Pour Aurore, c'était donneur anonyme ou pas, parce que si on faisait famille, elle voulait encore plus sa place dans cette famille. Et puis, comme on est toutes les deux des femmes qui assument complètement leur homosexualité, on est un couple qui ne peut pas avoir un enfant, on se fait aider par la médecine, mais pas par un donneur. On a une famille parentale, voilà, clairement. Donc, vous voyez, là, je crois, on voit très clairement que ce couple de deux femmes veut apparaître comme couple et utilise la médecine comme une aide pour qu'il y ait un enfant dans le cadre de ce couple de deux personnes. Et il est hors de question que le troisième protagoniste, qui est un homme, donneur de sperme, soit autre chose qu'une ressource
corporel, biomédical, mais qui n'a pas de statut de personne. Enfin, c'est une personne bien sûr, hein, mais il n'intervient pas dans l'éducation de l'enfant. Autre configuration, donc là, à l'inverse, voici un homme qui explique, lui, qu'au contraire, dans le cadre du couple gay dans lequel il souhaite que cette configuration soit plurielle et donc que les différents acteurs de la fabrication d'enfants soient là. Et donc il dit la chose suivante: ce n'est pas comme ça que j'envisageais d'avoir une vie différente, une sexualité différente. C'est le reproche qu'on nous fait de vouloir mimer une certaine forme d'hétérosexualité. On fait la même chose sauf qu'on n'est pas hétéro. Je suis partisan d'une approche plus décalée, plus bizarre, plus étrange, à part, bref. Par exemple, une coparentalité avec un couple lesbien. Ça correspond à mon mode de vie. Si je vois mon enfant une semaine sur 2, ce n'est pas un enfant à tout prix, ce n'est pas le seul projet de mon existence. De le partager, ça ne me pose pas de problème. Cette idée de coparentalité me plaît bien. Elle permet de sortir d'une conformité de l'attendu social. Ça donne de l'air à l'enfant, aux parents. Donc vous voyez que ça, c'est une autre conception de la fabrication d'un enfant qui fait intervenir une configuration sociale qui n'est pas centrée sur le couple homosexuel, mais sur les différents acteurs de la fabrication de l'enfant. Alors, je dois constater que ces deux configurations évoluent de façon très claire, c'est-à-dire qu'au départ, c'était la deuxième configuration qui était la plus commune, et aujourd'hui, c'est la première configuration. C'est-à-dire que maintenant que les couples lesbiens peuvent avoir des donneurs anonymes à l'étranger, elles préfèrent fonctionner d'un point de vue de couple. Alors, pour en finir avec la question du genre, je dirais simplement, avant d'arriver à la question de la médecine, je dirais simplement qu'au niveau du pouvoir, j'ai constaté que le pouvoir masculin a décru avec la médecine. C'est-à-dire que autant au moment des Lumières, on va dire, les premières contraceptions étaient liées au retrait, et donc l'homme avait un contrôle de fait sur la possibilité ou non de faire un enfant. On va voir qu'avec l'apparition du pouvoir médical, les choses se sont transformées au niveau du contrôle masculin de la reproduction humaine. Donc, deuxième rapport social qui est le pouvoir médical. On peut dire que l'attribution du corps reproducteur aux femmes, qui est une attribution qui a existé dans toutes les sociétés, est à nouveau prégnante dans la société biomédicalisée telle qu'on la connaît. Et on peut voir dans les témoignages que les personnes se sentent pointées du doigt comme mère potentielle par l'institution médicale. Par exemple, voilà une personne qui dit « Le premier contact a été horrible. En moins de 5 minutes, je me suis retrouvée sur le banc des accusés. Si je n'avais pas d'enfant, c'était évidemment de ma faute puisque je fumais. Avant même d'être mère, j'étais une mauvaise mère. » Donc, le corps reproducteur est d'abord le corps des femmes et la médecine considère que c'est d'abord le corps des femmes. Je pourrais vous lire aussi le fait que, par exemple, dans la littérature médicale, on lit, Royer, par exemple, explique qu'on commence toujours par regarder l'infécondité féminine, et même plus, on teste la fécondance d'un sperme en faisant une fécondation in vitro sur les femmes. Ce qui veut donc dire que si on s'interroge sur la stérilité potentielle d'un homme, on fait une opération sur une femme. Si on imagine juste l'inverse, c'est même pas pensable. C'est-à-dire que c'est même pas pensable de faire une opération chirurgicale sur un homme pour savoir si sa femme est stérile. Je pense qu'on a même du mal à l'imaginer. Or, l'inverse se fait. Autre chose, on pourrait lire aussi les lettres qu'envoie l'institution médicale en cas d'échec, en disant je suis désolée que vous n'ayez pas réussi,
le prochain rendez-vous pour la prochaine fécondation in vitro est tel jour, telle heure, etc. Sans dire, voilà, ce qui est évidemment un entrepreneuriat moral, et qui n'est pas quelque chose d'ouvert, qui est simplement, il y a eu échec, je suis disponible pour un bilan. Sur la question de l'hétéronormativité, j'aimerais simplement indiquer ce qui s'est passé au niveau des usages médicaux, au niveau de l'insémination artificielle ou de la fécondation in vitro appelée ICSI. C'est-à-dire que quand on a une déficience du sperme masculin, comme ils disent, c'est-à-dire une cause qui est plutôt du côté de l'homme, dans les années 70, on a eu recours à l'insémination artificielle, et donc avec un tiers donneur. Et petit à petit, dans un deuxième temps, on est arrivé à favoriser les ICSI, c'est-à-dire les micro-injections. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une ICSI? C'est quand l'homme est quasiment stérile, on va prendre quelques-uns des spermatozoïdes et on les injecte de façon forcée dans l'ovule des femmes, et donc on fait une fécondation in vitro. Donc, comme le disent certaines des personnes interrogées, en cas de stérilité masculine, c'est très simple, il suffit de faire une fécondation in vitro sur la femme. Donc on voit bien que l'autre alternative, qui était de faire appel à un homme donneur, et donc d'introduire une faille dans le couple hétérosexuel reproducteur, a été abandonnée ou a été diminuée très fortement au profit d'une intervention chirurgicale sur la femme qui, simultanément, permet de garder l'héritage biologique. Mais on voit bien l'évolution et le poids de la norme hétérosexuée sur ces pratiques. Dernier point, ce n'est pas un scoop de dire que l'institution médicale a un pouvoir et que les patients qui viennent les couples qui viennent consulter à l'hôpital se retrouvent évidemment sous le pouvoir médical, et par exemple, voilà, les conditions dans lesquelles nous suivons le traitement sont inadmissibles au niveau psychologique et soutien moral, mais nous n'osons pas nous rebeller ou élever la voix, car notre sort dépend du médecin. Bon, je dirais que c'est le cas classique. Peut-être dire aussi à quel point le médecin est devenu quelqu'un d'important dans cette reproduction humaine. Simplement, quelques mots de la première fécondation humaine réussie en France, avec donc la naissance d'Amandine. Et donc, voilà ce que la mère dit après la scène, enfin après la fécondation in vitro. Quand elle rejoignit son mari, quelques minutes plus tard, elle dit seulement « J'ai fait l'amour avec les trois ». Or, qui sont les trois? Alors avant, elle dit il y avait une musique belle à pleurer, etc., etc. Qui sont les trois? Ce n'est pas du tout son mari. Son mari est dans la salle d'attente. Donc les trois, c'est les deux biologistes, dont Testard et Friedman, le gynécologue. Donc les trois hommes qui ont été les faiseurs de cet enfant ne sont pas son mari, mais le père biologique de l'enfant, donc mais trois autres hommes. Alors, ce que je constate aussi, c'est que on a là une double injonction que j'ai appelée le devoir d'enfant et le devoir de médecine. C'est-à-dire que les femmes, les couples, mais notamment les femmes, sont soumises d'une part au devoir de faire un enfant et d'autre part au devoir d'avoir une bonne santé et de s'adresser à la médecine. Et mon hypothèse, c'est que parfois, il y a une espèce de substitution entre ces deux devoirs. C'est-à-dire que quand on est quitte du devoir de médecine, on est d'une certaine façon quitte du devoir d'enfant.
Par exemple, voilà une femme qui dit « Ces essais n'auront pas été inutiles, ils nous auront permis soit de poursuivre, soit d'être certains que nous avons tenté tout ce qui était humainement possible. » Alors, j'interprète ce type de phrase de la façon suivante. C'est comme si l'institution médicale donnait une espèce d'absolution. C'est-à-dire que puisque je me suis adressée à la médecine pour faire un enfant, j'ai fait tout ce que la société me demandait, c'est-à-dire j'ai essayé de faire un enfant, j'ai demandé aux médecins qui m'aident, ils me disent que ce n'est pas possible, donc je peux vivre ma vie et c'est OK, j'ai fait ce qu'on me demandait. Donc voilà la deuxième scène sociale qui me semble importante dans cette question de reproduction humaine. La troisième scène sociale est la question de la hiérarchie sociale. Et là, peut-être, même si en France, on est de façon tout à fait légitime dans un idéal d'égalité républicaine, on peut voir que les usages et les représentations, de fait, vont être distinctes selon la position dans la hiérarchie sociale. Alors, une première question concerne toujours le corps et la médicalisation du corps reproducteur. Donc, j'ai montré que la médicalisation était essentiellement, ciblait essentiellement le corps des femmes. Mais pas seulement. La médicalisation cible aussi des catégories sociales de façon différenciée. L'une des choses qui m'a le plus frappée quand j'ai commencé dans les sous-sols de l'hôpital à consulter les dossiers médicaux, dans un premier temps, je pensais que que j'aurais une différence dans les catégories sociales, etc., etc. J'ai vu un recours à peu près égal, mais pas de la même façon. Alors j'ai vu d'abord, j'en parle pas ici, mais pour l'essentiel des personnes qui sont issues du milieu médical. Mais ce que j'ai vu surtout, c'est une catégorie auquel je n'avais pas pensé et que j'ai appelée les pionnières longue durée, c'est-à-dire, puisque j'ai commencé dans les années 90, donc les femmes qui ont donné leur corps à la médecine, si on peut dire tôt, au début, quand elles étaient pionnières, et qui ont duré pendant, pour certaines, 15 ans, au moment où ce n'était pas encore limité, etc. Donc, qui sont ces femmes ? Alors, ces femmes sont essentiellement des femmes qui travaillent dans le monde de la médecine, c'est-à-dire des cuisinières d'hôpital, des secrétaires d'hôpital, des aides-soignantes, etc., etc. Mais, attention, pas de cadre, pas de médecin. C'est-à-dire que les femmes qui sont là, j'ai 10% de professions intermédiaires, donc d'infirmières, etc., et 90% de toutes les autres catégories sociales. C'est-à-dire que les femmes qui ont bien voulu prêter leur corps aux premières expérimentations ne sont pas les femmes médecins, qui pourtant étaient extrêmement bien informées, assez peu les femmes infirmières, et essentiellement toutes les autres, c'est-à-dire les secrétaires, les cuisinières, les aides-soignantes, etc. Donc, c'est, entre guillemets, le bas de la hiérarchie sociale qui a fait les frais de l'expérimentation médicale. Donc ça, c'est le premier aspect que je peux mettre en évidence sur la question du corps et du corps sélectif, je ne sais pas ce qu'il faut dire, au niveau de la hiérarchie sociale. Un autre aspect sur lequel je vais aller rapidement concerne la question de l'argent. Bon, bien évidemment, si on veut échapper à l'injonction de l'hétérosexualité reproductive, puisqu'aujourd'hui en France, les seules possibilités sont pour les couples hétérosexuels, soit il faut trouver des arrangements, c'est-à-dire quand on est une femme célibataire, trouver un homme qui se présente avec vous à l'hôpital, soit si on ne trouve pas d'arrangement, il faut aller à l'étranger, et pour aller à l'étranger, il faut évidemment de l'argent. Et donc, quand on va à l'étranger, on est a priori issu d'une catégorie sociale, disons, haut placée. Ceci étant, bon, je ne sais pas pourquoi, mais je fais une incise là parce que je
j'ai été invitée en Iran à l'hôpital de Téhéran et on voulait faire une étude là-dessus, qui compte tenu des conditions politiques, n'a pas abouti. Mais les discussions que j'avais eues avec les médecins de santé publique dans le cadre de l'hôpital de Téhéran, c'était que, puisque là, c'est pas remboursé, contrairement à la France, c'est que les couples faisaient, y compris les couples pauvres, je ne sais pas comment les appeler autrement, avaient des recours hospitaliers et tout leur argent est passé. C'est-à-dire qu'à la sortie du traitement, éventuellement, ils n'avaient plus de maison, éventuellement un enfant, mais ils n'avaient plus rien. Parce qu'évidemment, ça coûte très cher. Alors en France, ce n'est pas le cas, puisqu'en France, on est remboursé. Et je dirais là, c'est plus un clivage social, c'est-à-dire ceux qui vont à l'étranger pour avoir des recours. Voilà par exemple une femme d'un couple hétérosexuel. J'ai demandé à mon gynécologue si je pouvais bénéficier de la FIV, mais il m'a expliqué qu'à 44 ans, j'étais trop vieille pour la médecine, que je pouvais cependant aller à l'étranger à mes frais. C'est trop cher, donc je ne serai jamais mère, malheureusement. Il y en a d'autres qui y sont allés, évidemment. Ou bien, évidemment, dans le cas des couples homosexuels, je sais bien que c'est une construction culturelle. Après, c'est le coût. Il faut être clair. Compte tenu de ma position dans la hiérarchie sociale, il y a des choses que je peux faire jusqu'à 50 000, 60 000 euros. Je trouverais indécent de mettre davantage. Voilà, ça ne me choque pas de payer. Donc, 50 000 euros. On pourra revenir dans la discussion éventuellement sur les parcours. Il y a du coup évidemment des parcours qui sont bien différents selon la position qu'on a dans la société, selon la sexualité. Donc, j'ai pu identifier différents parcours. Dernier point sur la question de la hiérarchie sociale. Cette hiérarchie joue aussi dans la négociation avec le pouvoir médical, c'est-à-dire comment les choses s'articulent entre les différents pouvoirs que j'ai déjà nommés, c'est-à-dire la domination masculine, c'est-à-dire le pouvoir médical, c'est-à-dire la hiérarchie sociale. Bon, il y a une multitude de scènes, en voilà une que je n'ai pas citée dans le livre, quand il s'agit de choisir le nombre d'embryons qu'il faut réimplanter dans le corps d'une femme. Une scène à laquelle j'ai assisté, l'homme dit, les médecins disent 2 ou 3 ou 4. La femme dit 2 ou 3. L'homme dit 3 ou 4. Finalement, c'est 4. Pourquoi ? Parce qu'à 4, entre guillemets, il y a plus de chances. Donc on va dire, au début, le pouvoir médical, maintenant, ils sont revenus là-dessus. Et pour 4, l'homme se dit, je veux un enfant. Et la femme se dit, si à 4, il y a une probabilité de tripler, et moi, dans mon corps, je ne veux pas en porter 3. Donc on voit bien les intérêts divergents des différents protagonistes, et on voit bien les rapports de pouvoir. Et du coup, c'est une question que j'ai souvent posée après, quand j'ai fait des entretiens, parce que c'est très symbolique de ce qui se joue entre les différents acteurs. Une autre question est très symbolique aussi, c'est la question de l'âge. Comment, jusqu'à quel âge, on fait une fécondation in vitro ou une insémination artificielle? Alors là, il y a des arbitrages qui ont joué au sein du monde médical. Les chercheurs comme Edwards veulent faire ça le plus tard possible, ils veulent expérimenter. Il y en a d'autres qui disent « c'est pas le bon âge pour une femme de faire un enfant ». Donc il y a un arbitrage interne au monde médical. Et puis ensuite, il y a un arbitrage qui se joue dans la négociation entre les patients, les couples et le milieu médical. Et là, on voit assez clairement que les femmes cadres négocient avec les médecins qui sont eux-mêmes des cadres, alors que les femmes d'un autre milieu social ont beaucoup plus de mal à négocier, parce qu'elles négocient sur le style sentiment, ce qui ne fonctionne pas, alors qu'il y a une espèce de miroir. Enfin, en tout cas, dans un certain nombre d'entretiens, j'ai pu voir ce genre de choses. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais j'ai pu voir cela. Enfin, pour conclure, je regarderai le dernier rapport social qui concerne ce que j'ai introduit au début comme la chaîne mondiale du travail reproductif.
Alors au niveau du corps, la première chose qu'on peut observer, c'est l'éclatement du corps binaire. C'est-à-dire que là, on a une nouvelle configuration avec, comme je vous le disais, la reproduction n'est plus un homme, une femme, n'est plus nécessairement un homme, une femme, peut être un homme, deux femmes, etc., etc. Donc toutes ces configurations sont devenues possibles et comme je vous le disais, je trouve intéressant de voir que les arrangements nationaux sont très distincts d'un pays à l'autre et mettent en scène les institutions qui correspondent aux trois dimensions que j'ai identifiées au début, c'est-à-dire la dimension biomédicale, la dimension sociale et la dimension sacrée. Je vous donne un exemple qui ne correspond pas à mes propres travaux, mais aux travaux de Susanna Marta Khan en Israël. Et je trouve extrêmement intéressant qu'elle montre qu'en Israël, il est tout à fait possible pour une femme lesbienne d'avoir recours à une fécondation in vitro et au fond, ou à une insémination artificielle, sous un certain nombre de conditions. Et on voit qu'il y a un arrangement qui est fait entre d'une part l'État, qui en Israël comme en Palestine est dans une volonté de fécondité de combat, et donc des deux côtés on a un certain nombre de dispositions qui favorisent la procréation, donc je dirais que l'État est partie prenante, l'institution médicale est elle aussi partie prenante et fait des arrangements avec la halakha, avec les rabbins. Et donc, il faut qu'un certain nombre de conditions soient respectées au niveau du sperme, au niveau du sang, au niveau du contrôle des embryons, pour que ça fonctionne. Et donc, on voit bien comment c'est un arrangement entre les trois institutions majeures pour que des femmes lesbiennes, par exemple, puissent fabriquer des enfants. Ce qui est, par exemple, impossible en France pour d'autres arrangements entre les différentes institutions. Cette chaîne mondiale du travail reproductif a donc lieu, notamment utile pour contourner cette injonction de l'hétérosexualité reproductive. Alors, là non plus, ce n'est pas un scoop. Les personnes qui, au départ, sont homosexuelles, enfin, en tout cas, qui s'identifient comme homosexuelles, il y a quelques années, s'interdisait de faire des enfants. Voilà par exemple ce qu'en dit une. J'imagine qu'à un moment donné, j'ai dû me dire, je suis lesbienne, donc je n'aurai pas d'enfants. Il a fallu un certain temps pour que je passe outre cette équation qui est fausse, complètement fausse. Et alors un homme que je trouve amusant, j'ai réfléchi à la question. La première psy m'a regardé d'un drôle d'air, elle m'a dit, vous savez, c'est dur d'élever des enfants. C'est un gay donc. Je lui ai dit, oui, mais il y a des femmes seules qui le font, on n'est pas plus manceaux que des femmes. Bon, mais c'est dur quand même. Bon, j'ai senti que derrière, il y avait une réticence qui était psychanalytique. Enfin, son côté femme. Bon, psy, lui, n'a pas posé de problème. Je lui ai dit, vous savez, docteur, j'ai mis très longtemps à comprendre que justement, je n'étais pas stérile. Et il m'a dit, mais enfin, comment avez-vous pu en penser ça pendant 10 ans, alors que vous êtes diplômé quand même? Donc, on voit bien les barrières de représentation chez les femmes et les hommes qui sont hors du couple hétérosexuel reproducteur et qui donc ont de la difficulté à envisager qu'ils pourraient faire des enfants. Et donc dans ce cadre-là, les recours transnationaux ont évidemment été une porte avec ce que j'ai dit sur la hiérarchie sociale. Alors pour finir, je finis sur quelque chose de polémique. Alors d'abord, la question des inégalités, de l'exploitation du pouvoir, etc. Un premier aspect que j'aimerais mettre en évidence, c'est que j'ai pu observer une discrimination indirecte envers les femmes migrantes. Alors je dois dire que quand je suis retournée récemment dans les dossiers de l'hôpital, il n'y avait plus les commentaires de ce type-là, donc je n'ai plus pu en recopier. Mais dans les premiers dossiers que j'ai lus, quand j'ai regardé qui n'était pas sélectionné pour faire une fécondation in vitro, il
il y avait au fond très peu de cas qui relevaient réellement de la médecine. Les autres cas relevaient d'autres questions, et notamment relevaient de ce que j'ai mis dans le lot, difficultés de communication. Et la difficulté de communication, c'est pour l'essentiel des inscriptions comme ça. Les personnes ne parlent pas français, elles le parlent mais elles ne le lisent pas, ils ne comprennent pas ce qu'on leur demande, seule la fille de 13 ans comprend, le couple s'exprime en présence d'un interprète, il a besoin d'un interprète, etc. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler un cas de discrimination indirecte, c'est-à-dire que, évidemment, ce n'est pas ce qu'on dit aux personnes, hein. Les couples en question n'ont pas la capacité de parler, comment dire, de s'exprimer correctement en français. Alors évidemment, on voit tout de suite la question de l'égalité républicaine, mais on voit aussi la question du travail professionnel. Il paraît assez clair que pour un médecin, devoir discuter tous les jours sur les taux, sur les analyses sanguines, etc., avec des personnes qui ne comprennent pas la langue, c'est quasiment impossible. Donc, évidemment, d'un point de vue professionnel, ça nécessite un soutien au niveau d'un interprétariat qui n'existe pas à l'hôpital, et donc les médecins prennent la solution, entre guillemets, la plus économique, qui est contraire aux lois de l'égalité, qui est de dire on ne prend pas ces patients parce qu'on ne pourra pas les suivre. Enfin, en tout cas, c'est l'interprétation que j'en ai si je le prends d'un point de vue professionnel. Peut-être que ce n'est pas ça, on en discutera. Je suis toute ouverte à ce type de discussion. Enfin, dernier point, qui est l'un des points polémiques, évidemment, c'est la question des mères porteuses. Je ne vais pas m'étendre extraordinairement sur cette question. Je vous donne simplement 2 points de vue. Voilà un homme qui cherche à faire appel à une mère porteuse. J'arrive à l'hôtel le premier jour, je demande à un mec qui traînait par là, « Tu connais pas quelqu'un? Je cherche une maman pour faire un bébé. » « Pas de problème, je te trouve ça. » J'ai dit « Ok. » Je suis restée 1 semaine et au bout d'1 semaine, j'ai compris que c'était mort. D'un point de vue sanitaire, psychologique, légal. Je suis revenue, je pleurais toutes les larmes de mon corps pendant 1 semaine et voilà, l'épisode est terminé. Donc cet homme s'est trouvé confronté, bon voilà un autre, corruption à tous les étages. Quand il m'a dit ça, j'ai dit d'accord, merci. Enfin, j'ai fini ce qu'on avait à se dire et je suis partie. Effectivement, ils avaient beaucoup moins d'état d'âme et de questions que moi vis-à-vis de la porteuse. La porteuse et la donneuse, c'était un distributeur et un four, voilà. Donc, on a ce type de témoignage. Et on a aussi d'autres témoignages, notamment un article qui est dans cette revue d'une Indienne, qui montre clairement que finalement, pour certaines femmes, l'industrie de la reproduction est meilleure, moins pire, je ne sais pas ce qu'il faut dire, que l'industrie de la production. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être une mère porteuse qu'une ouvrière du textile. Autre, dans le même style, on a beaucoup de... Par exemple, Françoise Laborie avait interrogé déjà il y a longtemps, dans les années 80, des mères porteuses. Ça ne me retire rien à moi et à eux, ça leur donne tellement. Donc, un certain nombre de femmes, mères porteuses, qui disent qu'elles vivent cette expérience de façon positive. Et par exemple, un homme dit « Si des femmes disent « j'ai bien vécu ma grossesse », je ne vois pas pourquoi on mettrait en doute leurs paroles. » Donc, vous voyez que différents points de vue sont possibles sur cette question. Et je terminerai sur ce sujet que je vois hautement polémique. Et de toute façon, je suis très heureuse d'avoir les commentaires de Michel, et les commentaires et questions de la salle. Merci de m'avoir invité à lancer le débat, on va dire. Discuter, c'est un bien grand mot, mais c'est plutôt lancer le débat sur le livre de Laurence Stein, qui est un livre, il faut le dire, qui rassemble, ramasse et recompose des recherches que Laurence Stein mène depuis près de 20 ans sur
l'assistance médicale à la procréation. Hein. C'est pas un livre d'humeur, hein. Attention. Hein, c'est pas, même si, également pour intéresser le public, elle lance des thématiques polémiques. Hein. Tout ce qu'il y a dans ce livre se retrouvait déjà dans une quinzaine d'articles et de chapitres d'ouvrages qui ont déjà paru et dont certains sont déjà des classiques. Par ailleurs, elle a fait sa thèse en 1998 déjà sur l'assistance médicale à la procréation, ainsi qu'une habilitation à diriger des recherches en 2009 sur le même thème. Hein. Bon, donc, c'est un peu son thème de recherche central. Bon, alors, dans le livre, en filigrane, on devine et on lit le parcours personnel de Laurence Sthin. Il est donné à voir comme un guide de lecture, même s'il ne prend jamais la première place et s'il n'explique pas, mais qu'il situe ses analyses de l'AMP. Bon, je ne sais pas si on dit AMP, PMA, moi je croyais qu'on disait maintenant AMP, mais bon, voilà. Bon, alors on apprend, chemin faisant, hein, que Laurence Sthin est féministe depuis les années 70. Tout ça, c'est dans le livre, hein, mais à certains moments, en cherchant, etc. Qu'elle a été mathématicienne, qu'elle a enseigné cette discipline en lycée, qu'elle est passée ensuite par la psychologie, avant d'en venir aux sciences sociales, et notamment à la sociodémographie, envisagée dans une perspective de genre, qu'elle enseigne à l'université. Et bon, par ailleurs, elle a fondé un master professionnel qui prépare au métier des politiques de l'égalité. Donc on voit que le point d'arrivée est une bonne synthèse du parcours tout entier, en réalité. Elle montre aussi comment son expérience personnelle ne l'a pas poussée à envisager les femmes comme des êtres passifs et sans ressources, bien au contraire. D'où son intérêt pour tout ce qui est marge d'action, décalage, négociation, résistance. Hein, ce n'est pas de la reproduction ni de la passivité qu'elle décrit chez ses actrices. Son objet, donc, c'est le corps reproducteur, envisagé à travers les changements que donne à voir la PMA. Bon, je dirais 1 sur 2. Hein. Donc, la PMA, c'est un objet ou un phénomène paradoxal qui, comme Janus, a deux faces. Tout au long du livre, elle et on se demande si la PMA bouleverse l'ordre social et l'ordre des sexes, comme le disent bien des observateurs, mais comme le disent aussi ses détracteurs, qui prennent soin aujourd'hui d'ailleurs de ne cibler que le recours homosexuel à la PMA. Hein, bon, ils ont oublié l'autre, mais au début, disons, de la PMA, elle était ciblée tout entière. Aujourd'hui, c'est uniquement le recours homosexuel qui semble, disons, bouleverser l'ordre social. Vous voyez que cet objet présente des analogies avec de nombreux autres phénomènes de la contemporanéité, comme, je prends au hasard, hein, le développement de la contraception médicalisée, hein, ce qu'il signifie socialement, les phénomènes de transition transsexuelle, ou la mobilisation sur les traitements du sida. Bon, Nathalie Bajos et Michel Ferrand, par exemple, ont montré l'ambivalence des effets sociaux de la diffusion de la contraception qui réassigne les femmes au domaine de la reproduction tout en augmentant leur autonomie. Bon, donc quelque chose d'assez ambivalent, au fond, hein, bon, qu'on retrouve ici. Dans le domaine du transsexualisme, les candidats profanes à une transition développent une expertise propre, hein, on le sait, qui s'est fortement développée, mais sans jamais couper le lien avec la médecine. Hein, voilà encore un exemple ambivalent, je dirais. Dans la recherche et les traitements sur le sida, on sait que de nouveaux types de rapports entre patients et médecins ont été expérimentés. Donc,
on voit que la PMA fait partie d'un ensemble de phénomènes peut-être beaucoup plus larges, hein, et qu'on a à gagner à se rapprocher de ces phénomènes-là. Ce sont des phénomènes, dans tous les cas, des domaines où les profanes sont devenus experts, et où la forme de leur participation et de leur relation avec les médecins configure la technique, la reconfigure et influe sur leur vie, leur rapport aux autres. Cette diffusion de l'expertise, elle a commencé avant Internet, parce qu'on croit toujours que c'est Internet qui a tout commencé, mais ce n'est pas du tout vrai. Par exemple, pour le VIH, hein, Internet n'était pas présent au début du VIH. Hein, bon. Et pour la PMA non plus. Ils ont commencé à s'informer en dehors des médecins avant même que ça soit très accessible sur Internet. Bon, même si, c'est vrai, aujourd'hui, c'est surtout à partir de la toile que les intéressés s'informent et interpellent les médecins. Alors, les domaines cités, enfin tous les domaines que j'ai cités, y compris la PMA, sont aussi des domaines marqués tout autant par la mondialisation des enjeux, qui peuvent être, disons, comparés sous leur forme, sous la forme qu'ils prennent dans d'autres pays, par la circulation des individus et des techniques, mais aussi par le caractère national des politiques et des législations. Il n'y a pas de législation mondiale dans ce domaine. Hein. Donc, on est toujours à la fois confronté à une mondialisation, à une connaissance de cette mondialisation, mais à un cadre qui reste national. Donc, voilà, je pense qu'on peut situer la PMA parmi d'autres enjeux, parmi un ensemble d'enjeux, où elle a des spécificités, mais aussi une analogie avec des phénomènes plus larges, assez différents. Bon, alors, le livre, donc, repose, je l'ai dit, sur une vingtaine d'années de recherche, plusieurs, au fond, générations de recherche, hein, que tu as rassemblées ensemble, comme des analyses quantitatives et qualitatives de dossiers médicaux de personnes ayant suivi des traitements à Lyon dans les années 80 et 90, donc plutôt vers les débuts de la PMA, l'implantation d'une innovation. C'est ce qu'on appelle techniquement une analyse longitudinale de cohortes, hein, sur de petites populations. Petites populations analysées en profondeur, et où on analyse tout autant les aspects les plus techniques et les plus quantifiables que, par exemple, des échanges de courriers entre médecins et patients, hein, qui sont eux aussi analysés, qui donnent un aspect qualitatif à l'examen de ce matériel de dossier. Et puis, plutôt là, dans les années 2000, la recherche a continué en utilisant des enquêtes quantitatives de l'INED et de l'INSERM qui comprenaient des questions ouvertes, mais des enquêtes sur la FIV, et des entretiens soit réalisées par Laurence Stein, soit par des étudiantes ayant travaillé avec elle, soit d'autres chercheuses qu'elle cite, hein, dont elle cite le travail. Hein. Donc c'est un ensemble, donc c'est plusieurs décennies, hein, d'observations, on peut dire, hein, bon, qui sont rassemblées, donc qui peuvent parler tout à la fois des enjeux les plus contemporains que des débuts de l'implantation de la FIV. Donc on a diverses périodes historiques, hein, qui sont présentées et qui sont peut-être un peu parfois ramassées par toi dans la présentation, mais je voulais dire que ça correspondait à des moments différents, hein, quelquefois. Bon, alors, je reprends très vite pour formuler quelques questions, parce que je ne veux pas durer trop longtemps. Par exemple, le chapitre sur la chaîne mondiale du travail reproductif. Donc, il envisage
les techniques reproductives à partir de la société globale et analyse, par exemple, les débats sur la bioéthique en France qui n'ont pas forcément d'équivalent à l'étranger. C'est pas du tout posé dans ces termes-là. Les intervenants ne sont pas les mêmes, forcément, du tout. Bon, il ne faut pas du tout universaliser, évidemment, et c'est un des intérêts de ce livre, le cas français ou la manière d'envisager les choses en France. Donc, on peut comparer divers dispositifs qui ont été mis en place dans divers pays du monde et les effets que produisent ces décalages en période de globalisation. Et notamment, un des plus connus, que les couples de lesbiennes qui veulent avoir des enfants eh bien, peuvent aller très facilement en Belgique, il n'y a pas besoin d'aller très loin, ou en Espagne. La globalisation, ça commence à 250 km. Hein. Bon, donc, voilà, pour dire que donc, ça produit des effets immédiats. Alors, ma question, une question que je vais déjà poser un certain nombre de fois, c'est est-ce que là où il y a, au fond, le moins de régulation, où les règles du marché s'appliquent le plus directement en matière d'assistance médicale à la procréation, comme aux États-Unis par exemple, hein, est-ce qu'il y a une marge plus grande pour l'évolution des rapports sociaux en matière de procréation, ou qu'en France, par exemple, qui est un pays qui essaye toujours de réguler au maximum dans ce domaine, et dans d'autres. Hein. Bon. Est-ce que la France, qui régule, est toujours condamnée à faire des choix conservateurs, qui est un peu ce qu'on dit sur la France, par exemple, en Europe, hein, en matière d'AMP, bon, parce qu'elle régule par rapport à un pays qui ne régule pas. Bon, voilà une question que je pose. Alors, pour passer au chapitre sur la dynamique de genre dans l'arène reproductive, qui est vraiment un chapitre que j'aime beaucoup, parce qu'il est, bon, il fait intervenir le genre, mais il le fait intervenir de manière extrêmement concrète, à travers des interactions, où on voit que les interactions principales, ce sont quand même des interactions entre femmes et médecins. Bon, même si on parle de couples sans arrêt, en fait, ce n'est pas des couples, c'est des femmes principalement, et des femmes avec l'institution médicale. Hein, on va un peu élargir. Hein, bon. Donc, on peut résumer l'apport de ce chapitre à un certain nombre de propositions phares, que, par exemple, si la FIV s'est très rapidement développée à partir des débuts de son implantation, c'est essentiellement parce que le corps des femmes était un corps disponible. Rendu disponible par la médecine. Je résiste pas à l'idée de lire une citation. C'est de Laurent Stein, c'est même pas un enquêté ou un extrait, c'est la femme est un objet d'expérimentation plus commode, moins coûteux que l'animal. Bon. Alors, pour bien des raisons, en effet, parce que, d'une part, est-il précisé, elle parle, hein, contrairement à l'animal, ce qui fait que, bon, c'est facile d'avoir, si vous voulez, une rétrospective, tandis que les animaux, il faut entretenir donc une ménagerie, connaître ses antécédents, la surveiller énormément, tandis que la femme peut être surveillée par l'hôpital directement, et par ailleurs, elle part. Hein, bon. Donc, et elle est disposée à le faire. Et donc, ça peut donner lieu à une expérimentation, enfin, dans les débuts, plus facile. On verra les autres aspects de la question ensuite, hein, à travers la hiérarchie sociale. Hein, qui est le plus disposé à... Donc, le genre, c'est plutôt le rapport femme-institution médicale que le rapport entre hommes et femmes dans le couple infécond. Hein, bon, c'est essentiellement ça. Et je crois que l'exemple qui a été
qui a été donné par Laurent Stein, du passage du don de sperme qui a décliné l'IAD, ce qu'on appelait l'IAD, le don de sperme, par rapport à la fécondation par injection, l'ICSI, d'injection de sperme, montre bien la tendance à traiter des problèmes masculins, par des interventions sur le corps des femmes, et à ne pas mener de recherche. Par exemple, tu le montres par ailleurs, sur les anomalies de la spermatogénèse, qui pourrait être quand même un thème de recherche, même la spermatogénèse animale. Non, mais pour le coup, ça poserait encore moins de problèmes. Mais en fait, il y a très très peu de recherches sur ces questions-là, alors que ça se concentre sur le corps des femmes. Donc, impossible de ne pas voir quand même du genre là-dedans. Bon. Sur le chapitre 3 sur la biomédicalisation, qui est la biomédicalisation du corps infécond, je crois que ça correspond à un phénomène plus large que celui de l'infécondité. La biomédicalisation, c'est évidemment une évolution plus large de la médecine. Par exemple, avec le développement d'une médecine qui s'appuie sur la biologie, les examens biologiques, plutôt que sur des signes cliniques. Donc il y a un phénomène plus large, mais qui s'applique au corps infécond. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça donne du côté des patients usagers, c'est-à-dire comment ils intériorisent cette vision biomédicale. C'est-à-dire que les médecins, on voit bien comment ça informe leur pratique, mais c'est intéressant de savoir ce que ça donne chez les usagers eux-mêmes. Et tout ça est analysé à travers tout le travail d'implication des personnes qui, de plus en plus, disons, deviennent des spécialistes, je vais finir, des spécialistes en partie de la question. Alors, le chapitre sur les hiérarchies sociales, qui est le quatrième grand chapitre, fait apparaître que non seulement la biomédecine fait du genre sans le savoir, puisque c'est ce qu'on a vu avant, mais qu'elle s'inscrit dans le monde social, que l'on prenne le point de vue des médecins de l'hôpital ou la manière dont les usagers vivent, expérimentent l'AMP. De tous ces points de vue, il y a de la hiérarchie sociale dans l'AMP, malgré, comme le disait Laurent Stein, le cadre républicain, qui fait que, à la fin, par exemple, ça n'existe pas que les gens soient ruinés et dû vendre leur maison, ou leur appartement pour avoir fait ça. Mais de l'inégalité sociale, il y en a quand même, elle ne disparaît pas comme par miracle. D'une part, c'est une chose qui a été montrée dans l'observation de la phase de lancement de l'innovation, c'est-à-dire ce que Laurent Stein a analysé pour les toutes premières utilisatrices de l'AMP, des cobayes, en gros, de l'expérimentation, à une époque où on ne connaissait assez mal les conséquences qu'il pouvait y avoir, et des cobayes qui finalement ont été très ciblés socialement, sans nécessairement qu'on s'en rende compte. La différence sociale, ça vient aussi de ce qu'il y a une tendance, que j'ai vu démontrer pour des cohortes de 91, je crois, à représenter
surreprésenter le haut de la hiérarchie sociale dans la patientèle, c'est-à-dire qu'il y a plus de refus pour les classes populaires, mais c'est compensé par le fait que les personnes du haut de la hiérarchie sociale tendent à abandonner plus facilement le traitement, ce qui égalise les choses. Bon, c'est un petit peu étrange, mais ce qui montre une distance à l'égard de certaines injonctions médicales qui fait qu'à un certain moment, on ne supporte plus et on n'insiste pas. Hein, c'est ce genre d'attitude-là. Bon, voilà le genre de choses que tu montres. Alors, mes questions finales. En France, il y a des liens très forts entre le mouvement des femmes, pour ne pas dire le mouvement féministe, et la médicalisation de la reproduction. Ça a été observé, par exemple, au moment de la lutte pour la libéralisation de la contraception, hein, avec l'existence d'un mouvement comme le planning familial. La France, par exemple, a été... la pilule en France a été pensée comme un instrument de libération des femmes, massivement. Et ce n'est que très récemment que des signes de désaffection ont commencé à voir le jour. Alors, qu'est-ce qu'il en est du point de vue lien entre le féminisme et la PMA? Quelle est l'approche des féministes sur cette question? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y a débat entre elles? Et c'est une question qui pourrait être posée de manière comparative entre pays, notamment à l'heure où la question de la PMA ouverte aux couples de même sexe, voire la pétition récente dans la presse, est posée. Hein. Bon, donc voilà, est-ce que ça n'est qu'un certain courant féministe qui s'intéresse à cette question-là, ou est-ce qu'il y a au fond une certaine convergence? Est-ce que c'est un combat féministe, hein, en quelque sorte? Bon, alors, une seconde question, ça serait sur les liens, au fond, à longue durée, de la procréation difficile, du recours à l'AMP et de la sexualité, et de la sexualité dans les couples. Hein. Est-ce que c'est quelque chose qui a des effets? Tu en parles dans ton livre, mais tu ne l'as pas repris aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que je voulais te poser la question. Et puis, dernière question. On a, à l'époque contemporaine, tardive, un déclin des institutions traditionnelles qui contrôlaient le genre, comme l'institution religieuse, qui était très prescriptrice en matière d'attitude de genre, mais aussi l'État, avec une législation qui a longtemps été inégalitaire, ou la famille, le fonctionnement de la famille, ou les communautés locales qui créaient des attentes et des inégalités de genre très fortes. Aujourd'hui, ces institutions, leur pouvoir a décliné, ou elles se sont converties au moins officiellement à l'égalité de genre. Est-ce qu'il est fatal que l'institution médicale, comme l'écrit Laurence Stein à un moment du livre, agisse implicitement dans le sens du renforcement de la domination masculine, c'est-à-dire qu'elle fonctionne, sans le dire et sans le savoir trop, toujours dans un sens traditionnel en matière de représentation du masculin et du féminin. Thank you.